On vit vraiment dans une société qui relève de la folie clinique en fait. Enfin, je veux dire, tous les trucs trans, etc. C'est littéralement c'est de la folie clinique, c'est du culte de la mort. On peut pas vraiment le décrire autrement que comme ça, quoi. Oui, c'est l'asile d'Arkham City. Ah oui, non, mais c'est certain, bien sûr. Bien sûr. Je suis Thomas, responsable de Vectos, et je suis accompagné d'Arthur, deuxième rédacteur du Manifeste du National Écologisme, pour vous présenter notre nouveau podcast. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cet épisode pilote. Une dictature, comme vous y allez. Vous êtes bien sympathique, Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? J'appelle ça la France, mademoiselle. Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante ? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine... C'est pour faire le ménage. Eh bien, salut Arthur pour ce podcast numéro 0 d'introduction, donc de nos objectifs, comment et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui avec Vectos. Le format, ça va être un peu plus discussion que ce que j'ai pu faire avec les lectures d'articles par le passé, donc voilà, l'idée c'est qu'on échange un petit peu, etc. Alors, il y a 3 points qu'il faudra aborder aujourd'hui. Le premier, ça va être notre historique, d'où est-ce qu'on vient. Le deuxième, ça va être... donc le national écologisme, pourquoi, comment, et puis le contexte qui a fait qu'on a jugé ça pertinent, donc de proposer ça. Et puis en dernier, nos aspirations, notre ambition, notre organisation, nos objectifs. Ouais, salut Thomas, écoute, ravi d'être avec toi pour ce premier podcast. Ça va être effectivement l'occasion pour nous de présenter notre démarche, c'est-à-dire notre groupe bien sûr, mais aussi l'idéologie qu'on porte. Voilà, et donc ce à quoi on aspire. Donc on peut commencer par l'historique, par le début du début, quoi, c'est-à-dire les manifs anti-pass. C'est quand qu'on a commencé, parce qu'au début c'était un groupe informel finalement, donc c'était quoi ? C'était fin 2021 ? Ouais, c'était quelque chose comme ça, c'était vers 2021. Moi j'étais arrivé à Lyon il y a vraiment quelques mois, et je me retrouve confiné, avec le pass sanitaire, enfin c'était la folie furieuse, elle peut revenir, faut pas trop rigoler. Ouais, c'est sûr. Moi j'étais allé faire effectivement quelques manifestations, il y avait même... Au début je me retrouvais à côté d'antifascistes, pour le dire. Ensuite très rapidement je me suis aperçu qu'il y avait surtout des gars de droite quand même. Plus, il faut bien le dire, des boomers nostalgiques de leur époque hippie, qui venaient s'amuser en fait, ils étaient pas très sérieux politiquement, mais ils étaient là. Le plus drôle, c'est la manière dont on s'est retrouvés finalement. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y avait 2 manifs au début sur Lyon, et moi aussi j'ai commencé à aller d'ailleurs aux manifs de gauche en fait, puisque il y avait ce clivage politique là. Et effectivement, c'était un peu 2 salles, 2 ambiances. Ça dépendait des objectifs, mais c'est vrai que tout de suite à gauche, effectivement, on était tout de suite beaucoup dans la confrontation, il y avait beaucoup de crasseux, de toute façon c'est le public. Donc il y avait ça effectivement beaucoup dans la confrontation. Puis il y avait l'autre manifestation, et alors là c'était l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'au début en début en tout cas, après ça a changé un petit peu, mais au début en tout cas c'était vraiment la kermesse. C'était vraiment, enfin je me souviens à la fin des manifestations il y avait des espèces de danses, de trucs bizarres. En fait c'était vraiment les boomers, les boomers classiques qu'on voit des fois faire des chaînes humaines pour X ou Y. L'idéologie un peu hippie dont tu parles, donc c'est sûr que après ça a changé un petit peu puisque ça a changé d'organisateur et effectivement après ça il y a eu un peu plus d'énergie, mais après c'est resté des manifestations qui étaient déclarées, encadrées, etc. Et qui ont duré assez longtemps, puisque je crois que la toute dernière a eu lieu début je dirais mars 2022, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien possible, c'est-à-dire que les manifestations des gauchistes s'étaient arrêtées depuis bien longtemps. Et en fait, eux, leur mode d'action, c'était finalement simplement soutenir le gouvernement et ses actions contre la liberté, puisqu'en fait, ils attaquaient notre manifestation qui était devenue la seule anti-pass, tout ce que vous voulez, de tout ce qui tournait autour du Covid. Mais non, on peut revenir sur la manière dont on s'est retrouvés un à un. Moi, je me souviens très bien, c'était le long d'une grande avenue, je sais plus le nom de l'avenue. Et donc, on s'est retrouvés comme ça avec des pancartes qui. Voilà.
Mais c'est sûr que mine de rien, ça représentait un risque. On n'en a pas vu les conséquences, mais par exemple, Cassandre Fristo, elle a tout de suite vu ce que ça en coûtait de porter une pancarte avec une question dessus. Donc bon, ça c'est encore autre chose. Mais effectivement, c'est comme ça au début qu'on a rencontré, disons, les premiers membres, et puis après ça s'est un petit peu organisé autour comme ça, de manière un peu organique. Au début c'était une bande un peu informelle finalement, hein, c'est-à-dire que c'était voilà, une bande où on allait aux manifs ensemble. Après on était quand même unis, et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui on existe encore. Hein. On était quand même unis par des conceptions communes. La première étant un attachement déjà, enfin à l'époque en tout cas, un attachement réel à la liberté, c'est-à-dire pas une espèce de liberté abstraite de pouvoir tout faire, changer de sexe, etc. Mais vraiment la liberté fondamentale, que sont déjà ta liberté de mouvement, parce que quand t'es confiné, c'était quand même assez dur. Enfin je veux dire après, les gens tenaient le coup, mais je veux dire pour les masses, quoi, la population, etc. Il y a quand même quelque chose, aujourd'hui on ne voit pas encore tous les impacts, notamment sur les enfants, de ça, quoi, de cette... Enfin, on était vraiment rentré dans une logique totalitaire, qui aujourd'hui s'est un peu relâché et qui reviendra peut-être, hein, je pense qu'ils réessaieront en tout cas. C'est la logique du système qui tend vers la gestion constante par l'état d'urgence. L'état d'urgence au-delà du politique, donc que ce soit le climat, le sanitaire, etc. Mais effectivement, c'était quand même une époque... et aujourd'hui, il y a un peu un trou noir, quoi, un oubli, les gens... Bon, bah, le Covid, c'est un petit peu... plus personne n'en parle, tout le monde a oublié, alors qu'en fait c'était vraiment une époque complètement folle. Voilà, et puis sans même parler des impacts économiques, de l'impression de monnaie à outrance dont on commence à voir aujourd'hui les effets. Genre un peu de lag à ce niveau-là, mais quand même drôle d'époque, et la liberté de sortir de chez toi déjà pour commencer, c'est quand même la première des libertés. Donc voilà, ça avait commencé comme ça, quoi. Ouais, bah finalement le principe du Vigie-Covid, c'est un peu la continuité de Vigipirate. Bon, t'es un peu plus jeune que moi, et en fait moi je me souviens très bien des attentats du World Trade Center, de l'attentat en Espagne quelques années plus tard. On a très vite vu que l'État était capable de développer une angoisse, une anxiété pour sa population. Parce que moi je me souviens, j'allais à l'école primaire, et en fait on devait éviter des barrières où il y avait des rubans où il y avait écrit Vigie terrorisme, quoi. Et tout à coup on voyait quand même plus de militaires, de sentinelles sortis. Je pense que s'ils ont pris le mot Vigie-Covid après Vigipirate, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une certaine filiation. Ouais, mais c'est sûr, c'est une logique de... Enfin, sur énormément de plans, en réalité, c'est une évolution naturelle de la société, démocrato, technocrato, marchande, où on va de plus en plus finalement vers ce que j'appelle moi, en gros, l'achèvement de la société technomarchande, c'est la technocratie autoritaire, quoi. Et en fait, on va de plus en plus vers ça, et on voit qu'aujourd'hui, finalement, du fait qu'ils sont confrontés à une illégitimité de plus en plus grande, et que la population réalise de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, on est gouverné par des gens qui sont illégitimes dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qui ne sont pas considérés comme légitimes par les gens qui le dominent, en fait, finalement. Et ben, pour répondre à ça, plutôt que d'adresser les problèmes à la base, effectivement, ils sont dans une logique de sidération constante, donc c'est-à-dire le terrorisme, donc c'est-à-dire l'état d'urgence sécuritaire, les pandémies, donc l'état d'urgence sanitaire, et puis bientôt certainement le climat, le changement climatique, donc l'état d'urgence climatique, quoi. Et en fait, il y a vraiment ces trois pans-là, et peut-être qu'un jour ils nous sortiront l'état d'urgence autre chose que le sécuritaire, le sanitaire ou le climatique, mais la logique reste la même, quoi. C'est la sidération par l'état d'urgence constant. L'état d'urgence d'ailleurs qui est au-delà du politique. C'est-à-dire que c'est jamais un état d'urgence qui est décrété par une décision politique, c'est toujours décrété par une décision de l'ordre de la technique, quoi. Donc c'est-à-dire que voilà, quand il y a du terrorisme, il faut y répondre par une augmentation mécanique de la sécurité, plutôt que de se poser des questions de société. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a des populations étrangères sur notre sol qui nous sont a priori hostiles, déjà, pour commencer. Et puis après, le sanitaire, effectivement, c'est la réponse technique. On a bien vu avec le conseil scientifique du Covid, etc., où en fait ils se défaussaient vraiment sur les scientifiques, qui sont aujourd'hui, la science est aujourd'hui de plus en plus la source de légitimité, en fait, du pouvoir, puisque le politique étant complètement délégitimé par les actions de nos gouvernants depuis les dernières décennies, ils sont obligés de trouver une source de légitimité qui est au-delà de ça, donc en l'occurrence, c'est le scientifique, quoi, la technogestion, et donc d'où aussi l'hystérie du climat, mais elle sera peut-être remplacée bientôt par la guerre,
Ce que j'espère pas, mais malheureusement, c'est pas nous qui en décidons à ce stade. Ouais, on verra bien. Bon, si on retourne sur les manifestations à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que les gens comme nous, en fait, on avait 2 caractéristiques. C'est que, on s'était bougé pour défendre notre liberté de bouger. C'est vraiment la liberté fondamentale, avant même celle de pouvoir dire ce qu'on veut. Et ensuite, qu'on avait la capacité de remettre en question les tabous les plus importants, en fait, de l'Occident. Et donc, quand on allie ces 2 caractéristiques, je pense qu'on arrive à un profil de personne assez particulier qui a vraiment donné naissance à l'identité de notre groupe. Je sais pas ce que tu penses, mais il y a des gens, si tu veux, qui sont capables de remettre en cause les tabous, mais si tu veux, ils étaient très contents durant le Covid, ou en tout cas, ils se taisaient, ils étaient chez eux et ils regardaient Netflix. Et d'un autre côté, il y avait aussi des gens qui étaient dans les manifestations, qui aspiraient à la liberté, mais qui étaient un peu naïfs sur les origines de tous les problèmes qu'on connaît dans nos sociétés européennes ou occidentales même. Oui, c'est sûr que c'est des profils qui sont pas non plus extrêmement courants, parce que c'est effectivement, même au-delà en fait de ces 2-là, il en faut 3, c'est-à-dire qu'il faut effectivement la capacité à réfléchir, à finalement avoir du recul sur la situation qu'on vit pour comprendre les tenants et les aboutissants, que c'est pas juste une logique entre guillemets totalitaire temporaire, mais bien que ça s'inscrit dans une logique de plus long terme, qui a des causes, etc., qui sont multiples d'ailleurs. Donc il y a ça, et puis effectivement il y a la capacité à aller au-delà des tabous, parce que effectivement, finalement ce qu'on appelle un tabou, c'est une idée qui porte un coût social élevé en fait, finalement c'est ça que c'est. Donc pour avoir la capacité effectivement à penser au-delà du tabou, de l'interdit social finalement. Et puis le troisième, c'est la capacité, c'est le courage, c'est la capacité d'agir. Et effectivement, ces 3 caractéristiques qui doivent être combinées pour former ce qu'on appelle pas un militant politique, mais en tout cas quelqu'un qui, pas forcément, mais quelqu'un qui en tout cas se bouge et a les idées à leur place. C'est finalement assez rare d'avoir les 3 à la fois, parce que autant, comme tu dis, il y a des gens qui se bougent mais qui font de la kermesse, comme on a vu pendant les manifs, et d'autres qui ont plus ou moins tout compris, mais que tu n'arriveras jamais à faire sortir au-delà d'aller prendre un verre pour discuter, refaire le monde de manière abstraite, et puis et se plaindre, Mais c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir, c'est-à-dire que dans quasiment la totalité de nos membres, c'est des gens généralement comme ça, c'est ce qu'on essaye aussi de faire, mais c'est pas quelque chose qui est facile de trouver ce genre de profil, ça c'est certain. Oui. Et ce type de profil donc a donné l'identité de notre groupe. C'est la manière dont est né notre groupe, et par la suite, donc comme tu le disais, on est resté un groupe avec un nom un peu délirant et puis surtout informel, mais on a mis quelque temps à accoucher, on va dire, du constat qu'il fallait, pour qu'on existe et qu'on serve la société, avoir un projet, c'est-à-dire proposer une idéologie intéressante à la société actuelle, Et c'est comme ça qu'on a rédigé le Manifeste national écologiste, qui nous a pris un peu de temps, non pas parce que c'est complexe, non pas parce que c'est long, mais simplement parce qu'on voulait une idée un peu fraîche, une idée un peu neuve, et une idée qui réponde vraiment aux enjeux actuels et qui réponde aux attentes de nos concitoyens. Dans le manifeste qu'on a rédigé peu à peu, moi, mon sentiment, c'est qu'on est vraiment parti de ce qu'on pressentait du malaise de l'homme blanc en Occident, de son malaise existentiel, de son vide spirituel, et on a essayé d'esquisser, de dessiner un futur qui pourrait le combler, en fait. On voit bien aujourd'hui qu'un des malaises, un des problèmes que les Blancs pressentent, c'est le problème écologique. Alors ce pressentiment, il est diffus. Nos élites actuelles manipulent ce sentiment de détresse, notamment à travers l'arnaque du réchauffement climatique. Mais la vérité, c'est que si on s'appelle national-écologisme, c'est qu'on veut ramener à nous tous les Blancs qui cherchent, en fait, qui se cherchent et qui ont un instinct de survie en eux. Voilà, on rejoint aussi, on en a déjà discuté, mais l'archéofuturisme de Guillaume Fay, c'est-à-dire que on veut que nous soyons ancrés dans une tradition,
qu'on soit ancré dans la nature qui nous a accueillis lorsque l'humanité est née et a grandi. Et en même temps, on veut se projeter dans un futur qui soit résolument technique. On veut se projeter dans un futur qui accompagne la croissance de la conscience que l'homme a de son environnement et donc du cosmos, parce qu'il y a une forme de destin là-dedans et auquel on ne peut pas recouper. On ne peut pas redevenir des hommes de Cro-Magnon. Et en même temps, on a besoin d'avoir les pieds sur terre. C'était l'objectif, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a un vrai souci écologique qui vient d'un mal-être, c'est-à-dire d'un sentiment profond et juste, en réalité, qu'ont les Blancs, les Occidentaux, parce que bon, l'Occident, entre guillemets, c'est l'Europe. Moi, l'Occident, je suis pas forcément fan de ce terme, parce que je considère que, un petit peu comme Guillaume Fay d'ailleurs, que l'Occident, c'est un peu le déclin de la civilisation européenne, parce que l'Occident, généralement, ça désigne en fait l'Europe, plus les États-Unis, le tout dans une espèce de pseudo-civilisation abstraite, en gros depuis 1945, qui n'est pas vraiment la civilisation européenne historique. Mais effectivement, en tout cas, les Occidentaux, les Blancs en général, ont cette espèce de mal-être existentiel du fait d'une évolution trop rapide de la technique et d'une philosophie / idéologie, enfin entre guillemets, vision du monde en général, qui n'a pas suivi déjà ces développements et qui est fondamentalement antinaturel. Aujourd'hui, l'ordre moral dominant, c'est la révolte. Ce qui aujourd'hui est rebelle, c'est de ne pas être rebelle, c'est de ne pas être un marginal, et aujourd'hui, vraiment la dictature des minorités, dans le sens où ce qui est porté, c'est justement un certain nombre de minorités infinies, où en fait on encourage la marginalité, qui n'est qu'une arnaque, parce qu'en réalité, aujourd'hui, être marginal, c'est être dans la norme. C'est vraiment une inversion des valeurs complète, quoi, dans laquelle on vit, et c'est ça qui amène, je pense, un souci écologique, c'est-à-dire la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas poussé ça trop loin, est-ce que finalement on s'est pas complètement déconnecté de notre nature profonde, c'est ce que ressentent les Blancs, et ça se traduit dans le souci écologique, puisqu'effectivement c'est externalisé sous la forme de la nature, l'environnement en général. Mais effectivement, c'est récupéré par les élites, etc., avec notamment le réchauffement climatique soi-disant d'origine humaine. Et c'est quand même très compliqué à naviguer, d'autant plus que les gens, des fois, se disent « Mais comment est-ce que vous pouvez être écologiste en étant, je cite, climato-sceptique, ou même complotiste, quand vraiment ils poussent le bouchon ?» Parce qu'en fait, justement, il y a une volonté de confusion qui a été, qui est plus ou moins volontaire de la part de nos élites, c'est-à-dire, en fait, l'écologie se résumerait au fait que les pets de vache et le CO2 font monter la température de l'atmosphère, ce qui est faux, et en plus, ça occulte la vraie écologie, qui est les perturbateurs endocriniens, la pollution en général, donc pollution des sols, et puis tout ce qui est urbanisme aussi, on n'en parle jamais, ça, du fait qu'on vit dans des sociétés ultra bétonnées. Mais c'est vraiment une écologie bobo des villes. En fait, la solution, c'est d'être végétarien, parce que manger de la viande, ça fait augmenter la température. La solution, c'est d'être végétarien, c'est de prendre ton vélo, ce qui en fait est une opposition fondamentale à la ruralité, où tu manges de la viande, mais tu le fais dans un respect de l'animal, généralement avec des produits locaux. Et puis l'écologie, c'est quelque chose de beaucoup plus incarné, quoi. C'est-à-dire que t'es dans la nature tous les jours, t'es pas en train de la fantasmer depuis une barre d'immeuble en béton avec ton petit studio sur un Mac en train de te dire quand est-ce que je peux poster sur mon forum vegan, je veux dire quand même de l'écologie vraiment très en surface, quoi, à ce niveau-là. Donc effectivement il y a énormément de choses à en dire, et l'objectif effectivement avec le national écologisme c'était aussi, rien que dans le nom déjà qu'on a choisi, de se replacer sur l'écologie en tant que thème fondamentalement naturel, quoi, dans le sens vraiment naturel, c'est-à-dire doublement naturel dans le sens de protection de l'environnement, mais aussi dans l'idée de renouer avec la nature profonde des individus et des peuples aussi. Voilà. Oui, l'écologie est fondamentalement une valeur qui mène à la conservation, donc c'est entre guillemets quelque chose de droite, si on se place bêtement sur l'arc politique. Ça va même un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que l'écologie veut aussi respecter l'homme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de respecter les arbres, respecter les animaux, respecter la nature. En fait, nous sommes partie intégrante de la nature. Nous sommes des animaux qui se sommes développés beaucoup plus que les autres d'un point de vue cérébral. Je mets de côté tout ce qui est aspect religion, qui chez nous n'est pas central, mais plutôt on le met au niveau individuel et on le respecte tout à fait. Mais l'écologie doit respecter l'homme. Et l'homme a aussi vocation à être un être qui développe sa philosophie et qui développe la conscience qu'il a de ce monde.
Et donc l'écologie, c'est pas faire en sorte que l'homme redevienne un homme de Cro-Magnon. L'écologisme, c'est aussi accompagner l'homme pour qu'il reste heureux dans l'aventure technique, dans l'aventure moderne, dans sa prise de conscience du monde qui est autour de lui et qui vient avec un éveil toujours plus fort de l'intelligence. Et c'est un processus qui caractérise l'homme, c'est-à-dire cette intelligence qui grandit au fur et à mesure des âges et qui explique d'ailleurs pour beaucoup les soubresauts à travers l'histoire dans le monde blanc. Ces changements de régime, ces changements d'idéologie, c'est parce qu'en fait nous sommes en évolution constante, mais c'est une évolution qui doit être accompagnée d'un bonheur. Et ce bonheur, on peut l'atteindre uniquement si on est en adéquation avec ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire si on est en adéquation avec notre nature propre. Mais c'est pour ça aussi que dans le manifeste, on a commencé par le bonheur, parce qu'aujourd'hui c'est complètement galvaudé. On a cette idée que le bonheur, en fait, c'est le fait de céder à ses pulsions, à ses petites envies. C'est le bonheur, c'est consommer, en fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, on a adopté une définition de la liberté qui est la liberté négative. Liberté négative, c'est-à-dire l'absence, en fait, de barrières et d'obstacles à la volonté instinctuelle des êtres humains. Le problème de ça, c'est qu'en fait, finalement, c'est ni plus ni moins que l'esclavage des pulsions. Puisque les Grecs avaient une conception tout autre de la liberté, où la liberté c'était finalement d'abord et avant tout la maîtrise et la domination de soi, donc généralement de ses capacités, de ce qu'ils appelaient de notre âme rationnelle, sur les parties de notre âme, de notre volonté qui sont moins élevées, entre guillemets. Donc on a ça aujourd'hui, et en fait c'est complètement faux, complètement galvaudé, parce que le véritable bonheur, comme tu le dis, c'est d'abord et avant tout l'adéquation de l'individu et même des groupes, des collectivités, par rapport à leur nature profonde. C'est surtout ça le bonheur. C'est pour ça qu'une femme est toujours heureuse quand elle est mère, sauf cas exceptionnel, mais dans l'ensemble, un homme est toujours heureux quand il se sent utile et qu'il a un foyer, etc. En gros, une femme et des enfants à qui il sait que son travail a profité, et non pas un patron qui est là simplement pour extraire de l'argent de lui ou d'elle, puisque du coup, aujourd'hui, les femmes travaillent quasiment autant que les hommes, je crois. Donc effectivement, le bonheur, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'adéquation finalement avec notre nature. Et aujourd'hui, le problème, c'est que sous les contraintes de la société technique et le manque d'évolution finalement de la vision du monde finalement de l'Europe, des Blancs, des Occidentaux, on en arrive à un stade où en fait finalement il n'y a plus aucune adéquation du système technique avec les besoins profonds de l'humain. Et ça, c'est absolument quelque chose qu'il faut résoudre. C'est-à-dire que, comme tu dis, il faut retrouver en juste milieu entre la société technique et l'ordre naturel, d'intégrer tout ça pour finalement le bonheur, et pas dans le sens le bonheur, le plaisir, mais dans le sens simplement d'un état en paix avec soi-même, tu vois, épanoui, l'épanouissement, voilà, c'est ça l'objectif, beaucoup plus que simplement la recherche du plaisir constant, quoi. Ouais, en fait, le bonheur, finalement, si on revient à un niveau un petit peu plus biologique, ce sont des informations qui sont données à notre cerveau, qui sont données en fait à notre conscience. Donc ça peut... Je suis pas neurologue, peut-être ces influx nerveux, c'est plus probablement des données chimiques ou hormonales, mais c'est... Le cerveau donne à notre conscience cette sensation du bonheur pour nous indiquer que nous sommes dans le bon chemin. D'accord, c'est une information qu'il nous donne. Et cette information nous fait plaisir parce qu'elle est positive. Donc c'est un peu comme le plaisir de la sexualité. En fait, c'est des choses qui donnent lieu à la vie par la suite. Et donc, le bonheur, normalement, doit être aligné sur un chemin de vie. Et donc, comme tu disais, quand une femme a un enfant, quand un homme est heureux de pourvoir aux besoins de sa famille, c'est parce qu'en fait, c'est le chemin de la vie, que c'est le chemin de la vie depuis toujours. Et donc, nous sommes informés, notre cerveau informe notre conscience, celle qu'on ressent, que c'est le bon chemin, en nous donnant des hormones du bonheur qui sont diverses et variées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, pour pallier à ce mal-être constant, la solution n'est pas de changer la société pour la réadapter à l'homme, mais la solution, c'est plutôt de changer l'homme pour l'adapter à la société. Ce que dénonçait d'ailleurs Kaczynski dans son manifeste. Mais bon, après, j'ai des désaccords de fond avec lui sur nombre de sujets et sur son action et tout ça. Mais il a raison sur le fait qu'aujourd'hui, finalement, on cherche plutôt à adapter l'homme aux contraintes du système
plutôt que l'inverse, ce qui est la mauvaise manière de procéder. Et on voit ça effectivement, comme tu dis, avec la modification finalement chimique en fait des êtres humains, c'est-à-dire qu'en fait on fausse complètement la psyché humaine, alors avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, qui viennent agir chimiquement en fait pour donner des faux signaux de bonheur à des gens qui fondamentalement sont malheureux parce qu'ils se savent profondément en inadéquation avec leur nature profonde hein, finalement. Oui, et puis il y a aussi cette société, on va dire, du spectacle. On a souvent besoin de regarder un film, souvent besoin d'écouter 2 heures de musique par jour. Et tout ça, ce sont des micro-drogues instantanées qui ont heureusement un petit peu moins d'effets secondaires que les vraies drogues dures ou que les antidépresseurs. Mais il y a un moment donné, si on n'est pas heureux uniquement à cause du chemin de notre vie, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas constamment avoir besoin de boire un verre le soir, de regarder un film le soir, et encore moins de prendre des antidépresseurs ou de fumer un joint, quoi. Ce qui est intéressant chez nos contemporains, c'est aussi de les observer pour comprendre leur souffrance. Moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune et que je voyais des gens avec, par exemple, habillés en gothique, typiquement avec des piercings. Bon, mon premier sentiment, c'était bien sûr l'étonnement. Le deuxième, c'était un peu de me moquer intérieurement. Aujourd'hui, quand je vois des gens avec, alors c'est la grande mode, hein, encore plus, des piercings, des tatouages, notamment les femmes, en fait, je ressens de la souffrance, tu vois. Alors, c'est de la souffrance maquillée, c'est des gens qui essayent de se donner une identité, c'est des gens qui essayent d'avoir l'impression d'avoir une vie, du vécu, mais en vérité, est-ce qu'ils ne signalent pas qu'ils souffrent, en fait ? Et est-ce qu'ils ne mettent pas sur leur corps des signes, en fait, non naturels, en disant, voilà, enfin, ce sont des symptômes, ces gens-là rejettent le corps que leur a donné la nature. Bon, c'est un peu extrême, mais il faut bien imaginer aujourd'hui, par exemple, chez les femmes, elles sont toutes castrées chimiquement, quoi. On en arrive à un point où on rejette la nature avec tellement de force dans nos sociétés, c'est presque déconcertant. Les femmes sont castrées, aujourd'hui on fait même de la publicité pour que les hommes se coupent un canal proche des testicules et donc deviennent... la vasectomie. Ouais, la vasectomie, et donc soient ensuite incapables d'avoir des enfants. Comme tu le disais, on voit évidemment dans les villes le design des immeubles, etc. Il n'y a rien de plus moche. Enfin, on rejette la nature avec le plus possible de puissance. Enfin, avec le plus de puissance, la morale doit être au service de la vie. Ouais, bien sûr. C'est aussi simple que ça. Alors, on peut peut-être se pencher rapidement sur ce que propose le national-écologisme, en fait, pour remédier à cette société qui est complètement à côté de la plaque. Je pense que la première chose fondamentale, il faut le rappeler, c'est que l'homme, on va dire l'homo sapiens, est découpé en plusieurs groupes. Si déjà on ne regarde pas la réalité de ce qu'est l'homme, comment peut-on prétendre, comment des dirigeants peuvent prétendre diriger une société humaine ? C'est-à-dire que on ne peut pas s'occuper de quelque chose dont on ne comprend pas la nature fondamentale. La nature fondamentale de quelque chose, c'est d'abord classer ce quelque chose, c'est d'abord distinguer les éléments qui en font partie. L'origine de la biologie, c'est faire des catalogues, c'est faire des tableaux des différentes espèces, des différentes variétés. Si on veut s'occuper de l'homme, si on veut construire une société qui soit adaptée à lui, il faut d'abord identifier l'homme auquel on s'adresse. Il est très clair, il est incontestable, biologiquement, que l'homme est divisé en sous-espèces, à l'instar d'énormément d'autres espèces. Et sous-espèces, c'est synonyme de race. Alors généralement, le terme race, il est utilisé pour les animaux domestiqués, mais il est aussi historiquement utilisé pour l'homme. Alors il y a eu, on utilise beaucoup moins ce mot aujourd'hui dans la sphère francophone, mais dans la sphère anglophone, et certainement dans les autres langues, on utilise encore massivement le mot race, qui est simplement synonyme de premier découpage parmi l'espèce humaine. Et ça n'est pas juste une question de couleur de peau, parce que sinon on ne parlerait pas de sous-espèces. Il y a énormément de gènes qui sont différents. On est différents au niveau de nos capacités cérébrales, mais je dirais même simplement de notre nature. Et donc on n'a pas les mêmes aspirations. Et donc il est important d'avoir une société adaptée à chaque groupe humain. On ne peut pas forger une société, on ne peut pas forger un ordre social où on mélangerait des gens qui ont des aspirations différentes, qui ont des envies différentes, et de toute façon ce serait contraire à l'essence de la vie qui requiert d'abord d'être préservée.
parce que si on mélange des groupes humains, par définition, on tue les groupes humains qui sont à l'origine de ce mélange. Donc l'ordre social doit s'appuyer d'abord sur la communauté raciale. Pour nous, blancs, ça veut dire qu'il est hors de question d'envisager de continuer la société multiraciale telle qu'elle nous a été imposée depuis plus d'un demi-siècle, et je dirais même un siècle. Il est important pour nous de dire oui, nous sommes un groupe qui distingue les races et qui construit la société nationale écologiste à partir et sur une certaine race. Et ensuite, on pourrait encore aller à l'intérieur de chacune des races et voir les différents peuples qui composent et respecter les identités propres aussi. Je pense que c'est ce qui est d'abord fondamental avant de parler du reste. Ouais, il y a beaucoup de choses à en dire, mais effectivement, la première chose, c'est que en fait, le terme race est utilisé partout, quasiment, sauf en France, notamment d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, qui ont beaucoup moins de mal avec le fait qu'il y ait des inégalités. La France a un tropisme en fait égalitaire vraiment qui est assez profond. C'est pour ça qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, qu'il n'y a pas tout ça, et que le mot race d'ailleurs est un peu tabou. C'est parce qu'en fait il y a une espèce de tropisme égalitariste, et en fait c'est de l'ordre quasiment du religieux, quoi. C'est-à-dire que on peut sortir toutes les preuves scientifiques qu'on veut, derrière en face c'est oui c'est raciste de le dire, donc il faut pas le dire. C'est vraiment de l'ordre en fait du dogme, hein, quasiment. Or on voit qu'aujourd'hui tout nous prouve, que ce soit la fameuse carte des QI ou quoi que ce soit, tout nous prouve qu'en réalité il y a effectivement des sous-espèces à l'humanité, hein, ce qu'on appelle des races, ce qui ne veut pas d'ailleurs dire qu'il y ait forcément une hiérarchie, mais enfin dire qu'on peut gouverner des pays, enfin des populations d'Afrique comme on peut gouverner des populations d'Europe ou même d'ailleurs d'Asie, enfin c'est complètement faux, Donc comme tu le dis, effectivement, il faut cette réalité-là qui est une réalité de l'humanité, et qui est une réalité qui en fait va plus loin que simplement la réaction. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on nous rabâche tout le temps la diversité, voilà. En fait ceux qui sont pour la diversité, en fait c'est beaucoup plus les gens comme nous qui disent bah chacun a le droit de se battre pour avoir son territoire historique, etc. Beaucoup plus des gens comme nous que des gens comme les mondialistes qui en fait sous couvert de diversité, mais encore une fois c'est l'inversion des valeurs, hein, sous couvert de diversité finalement diluent tous les groupes de population afin d'atteindre à l'individu indifférencié, ni complètement stupide, ni vraiment intelligent, qui n'a pas de sexe non plus d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est ni homme ni femme, quoi, hein, voilà. N'a pas d'attache, donc forcément, n'a pas d'attache ethnique, raciale, pas d'attache nationale ou quoi que ce soit, pas de patrie, rien du tout. La seule chose en fait qui permet de différencier cet individu-là, c'est-à-dire cette espèce de masse humaine, c'est le produit de substitution, quoi. C'est le produit de consommation, c'est la marque de sa voiture, l'équipe de foot qu'il supporte, etc. Voilà, c'est ça le projet de nos élites. Donc sous couvert de diversité, en fait, finalement, ils nous imposent l'homogénéisation, ce qui est fondamentalement une arnaque, comme tout le reste, en fait. C'est envers ça qu'on va, et c'est ça aussi qu'il faut combattre. C'est vraiment cette espèce de volonté d'homogénéisation des peuples. Les Blancs ont le droit d'exister, de se revendiquer comme peuple. Évidemment, c'est plus compliqué pour eux que pour les autres, parce que si les Blancs ont atteint ce niveau d'avancée civilisationnelle, c'est aussi parce qu'ils sont capables justement de dépasser leur instinct tribal. Les Européens, en gros, c'est, je pense, au monde la population qui a le moins d'instinct tribal. Oui, personnellement, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va survivre à cette épreuve. Il est vrai que l'homme blanc doit une grande part de son génie à des individus qui ont marqué notre histoire. Et donc, pour avoir des génies, pour avoir des individus spéciaux, il faut avoir cette notion de mérite. Et c'est vrai que la notion de mérite transcende les groupes, c'est une évidence, et transcende même les races. C'est pour ça souvent qu'on a en France tel migrant travaille, il mérite donc de rester sur notre sol et de devenir français. Oui, mais c'est parce que le blanc en fait n'a plus d'instinct tribal, comme tu le dis, il a plus ce sentiment fort d'appartenance à un groupe qui doit et qui a le droit de vivre, et il veut simplement récompenser quelqu'un qui travaille et qui donc le mériterait. C'est-à-dire qu'on place l'individu avant le groupe, ce qui est un gros problème. C'est sûr, ça fait notre force, je pense, en termes de développement économique, mais le problème c'est qu'aujourd'hui c'est complètement exagéré. L'individualisme aujourd'hui des Blancs est vraiment
On se rend pas compte à quel point on vit aujourd'hui dans une société qui est absolument une société extrémiste en fait, hein, vraiment. Il y a pas d'autre mot pour la décrire parce que aujourd'hui le pouvoir en place dominant parle certainement de gens comme nous comme des extrémistes, des radicaux, etc. Ce qui en fait n'est simplement qu'une opposition presque dialectique quoi entre nous qui sommes des gens finalement relativement normaux et le fait qu'aujourd'hui on vit dans un système qui est complètement antinaturel mais vraiment dans la dimension la plus extrême qu'on ait jamais vue. Alors évidemment c'est démultiplié par le progrès technique, c'est l'ampleur de cette révolte contre la nature, mais c'est vraiment fondamentalement vrai quoi, c'est-à-dire qu'on vit vraiment dans une société qui relève de la folie clinique en fait. Enfin, je veux dire, tous les trucs trans, etc. C'est littéralement c'est de la folie clinique, c'est du culte de la mort, on peut pas vraiment le décrire autrement que comme ça quoi. Oui, c'est l'asile d'Arkham City. Ah oui, non, mais c'est certain, bien sûr. Bien sûr. Bon, il y a une deuxième chose importante, c'est-à-dire, oui, on doit forger nos sociétés sur un seul groupe humain, un groupe homogène, et on doit respecter bien sûr les identités encore à l'intérieur de chaque race, puisque chaque race renferme différents peuples, différents coins géographiques qui ont leur identité, mais disons que même à partir du moment où il n'y a plus beaucoup de caractéristiques biologiques qui diffèrent, les aspects culturels restent importants parce que ça reste quelque chose qui est lié à l'identité. Bon après pour les gens qui sont assez fins au niveau de l'observation des visages, etc., on va dire d'un canton à un autre, normalement on repérait des différences. Moi personnellement j'ai des grands-parents de Bourgogne, je vois très bien qu'ils sont de tel coin de Bourgogne. Alors on va parler d'autre chose maintenant, c'est les relations hommes-femmes, parce que les relations hommes-femmes, en fait, c'est bon, voilà, c'est dans nos sociétés actuelles tout est dévoyé, mais l'homme et la femme sont deux réalités. L'homme et la femme traduisent deux réalités qui transcendent donc même l'humanité, c'est-à-dire que on a cette réalité dans la plupart des espèces évoluées, notamment les mammifères. Et donc l'homme et la femme ont des caractéristiques différentes. Et donc si on veut construire une société qui parte de l'homme, puisque c'est l'objectif, c'est construire une société qui respecte l'identité de chacun, qui respecte la philosophie naturelle qui anime nos chairs, on doit respecter de manière différente, l'homme et la femme, c'est une évidence. Donc on ne peut pas traiter l'homme et la femme de la même manière, on ne peut pas les confondre sous peine d'annihiler leur identité propre et finalement de les tirailler et donc de les rendre malheureux, parce que dès qu'on est éloigné de notre identité, dès qu'on se renie, on est malheureux, parce que notre cerveau va envoyer à notre conscience les signaux que nous ne sommes pas dans le droit chemin de la vie. Et lorsqu'une femme mène une carrière sous les ordres d'un patron et qu'elle présente des PPT, des PowerPoint à longueur de journée jusqu'à ses 40 ans et qu'elle n'a pas d'enfant, il y a un moment donné, le retour de bâton va être violent et elle va être malheureuse. Et un homme, c'est pareil. Un homme qui n'a pas de famille, qui joue aux jeux vidéo jusqu'à 40 ans et qui se rend compte qu'il ne pourvoit pas à une famille qui n'a pas d'enfants, il va être malheureux à un moment donné. Alors ça va pas être de la même manière, parce que l'homme et la femme sont différents. La femme a une horloge biologique plus exigeante, alors que l'homme peut se permettre éventuellement de tarder un peu, même si c'est pas une bonne chose. Il faut que la société s'adapte à l'homme et à la femme, les distingue et les mette en valeur pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils représentent de distinct. Évidemment que les caractéristiques de l'homme et de la femme se recouvrent un petit peu. C'est-à-dire que oui, la femme peut travailler dans certains domaines et rencontrer des hommes dans ces mêmes domaines. Mais il y a par exemple des travaux où, selon moi, et c'est ce qu'on a écrit dans le manifeste, la femme ne peut pas travailler et l'homme ne peut pas travailler. L'homme, il est hors de question qu'il s'occupe d'enfants en bas âge, par exemple, ou qu'il s'occupe de nourrissons dans des maternités. La femme, c'est hors de question qu'elle occupe des métiers où elle a de l'autorité comme militaire. C'est pas à elle de prendre des risques. Le cerveau de la femme a évolué au cours des centaines de milliers d'années qui sont passées, et il est moins câblé que celui de l'homme pour faire face aux dangers. Il est moins câblé que l'homme pour avoir des réactions rapides, en particulier face aux situations de danger. C'est-à-dire que lorsque, on revient
à l'homme de caverne, hein, la femme, a priori, ne partait pas souvent chasser le mammouth avec les hommes. Donc déjà parce que très souvent elle était enceinte, en tout cas pour la femme fertile, donc une femme enceinte à partir de quelques mois ne peut pas courir. L'homme a pu développer son cerveau face à cela. De la même manière, la femme a développé son cerveau pour être plus attentive aux enfants en bas âge et aux nourrissons. Aujourd'hui, quand on fait des scanners d'un cerveau de femme et d'un cerveau d'homme lorsqu'un nourrisson pleure, c'est-à-dire ce sont des tests, hein, on met soit un enregistrement, soit on fait pleurer un nourrisson, enfin j'espère pas, ça serait triste, mais si un nourrisson pleure, on voit qu'il y a plus de parties, enfin le cerveau de la femme est plus alerté, et on le voit au scanner. Mais l'homme réagit beaucoup moins, et c'est biologique en fait. C'est l'homme est moins adapté pour les soins des nourrissons et des enfants en bas âge. Il a aussi une patience qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'entrer dans la temporalité de l'enfant en bas âge qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à parler et à faire comprendre ses besoins. Il n'a pas la même capacité à entrer dans cette temporalité et donc à avoir la même patience que la femme. Et qu'on ne me cite pas des individus comme exception, parce que bon, comme toujours, les exceptions confirment les règles générales. On va pas parler de Freud, mais bon, voilà. Ouais. Mais ce qui compte, c'est de dire que la Société nationale écologiste appelle à respecter les caractéristiques de chacun, et que c'est fondamental pour la continuation de la vie, et c'est fondamental pour l'épanouissement de la vie, c'est-à-dire pour l'épanouissement des enfants. Et ensuite, bien sûr, pour rendre heureux l'homme et la femme, qui pourront mener une vie fidèlement à la philosophie qui les anime profondément, qui anime leur chair, qui anime leur biologie. Bon, ensuite, on pourrait aborder le thème de la famille un petit peu plus largement. Bien sûr, la famille fondamentale se base sur les relations homme-femme et sur le mariage entre eux. On voit bien aujourd'hui que les familles sont éclatées et qu'il faut répondre à cette problématique, parce que la famille, normalement, c'est un espace qui est source de solidarité non marchande. C'est une source de bonheur pour ses membres. On voit bien aujourd'hui, par exemple, les grands-parents ne vivent pas avec les petits-enfants. C'est pas forcément un problème, je veux dire, on peut pas tous avoir ses grands-parents chez soi, mais les familles intergénérationnelles ont du mal à vivre aujourd'hui, ont du mal à être ensemble. Et on voit aussi qu'il n'y a pas forcément une grande conscience des uns et des autres de la filiation. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint aussi le problème de la conscience raciale chez les Blancs, c'est que la conscience de la filiation, la conscience des anciens, la conscience des ancêtres, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est quelque chose qu'il faut réinstituer. Alors, on a ça traditionnellement dans la culture occidentale qui a été perpétuée dans le catholicisme, c'est-à-dire cette journée des morts. Normalement, c'est une journée qui permet de se recueillir en pensant à ses ancêtres. C'est ce qu'on appelle le culte des ancêtres, par exemple, chez les Asiatiques. Mais en fait, on a la même chose, normalement, nous. La famille, dans une société nationale écologiste, doit être un sanctuaire, doit être source de bonheur, doit être source de solidarité tribale, non marchande, et doit être l'occasion de faire naître cette conscience, en fait, du sang, de la filiation, de la famille élargie, jusque finalement au peuple. Et c'est d'ailleurs l'unité de base de la société, ce qui est d'ailleurs traditionnellement dans la société même européenne, la famille est la brique de base de la société et non pas l'individu. L'individu existe, il a donc effectivement une individualité, mais au regard de l'État et de la société, la brique de base ce n'est pas l'individu, c'est la famille donc nucléaire en l'occurrence. Et comme tu dis, la famille c'est une source de solidarité, d'aide, d'entraide non marchande. Et c'est ça, je pense que c'est vraiment le mot-clé, quoi. C'est non marchande, parce qu'aujourd'hui, en fait, elle est plus ou moins détruite. Et elle a été détruite par, justement, le marché. Le marché qui veut des individus, justement, consommateurs atomisés. En fait, c'est vraiment ça. Les gens qui, aujourd'hui, se plaignent de la dérive du capitalisme, du culte de la marchandise, etc., ceux qui sont de gauche, en fait, se trompent avec toutes leurs histoires de communisme ou de je sais pas quoi. Parce qu'en fait, en réalité, la réponse à la société marchande,
c'est pas la société technogérée communiste, c'est la tradition, c'est la famille, c'est la communauté, la consommation locale, l'économie recentrée sur l'humain, ce qu'on a mis d'ailleurs dans le manifeste, hein, c'est la relation économique aujourd'hui, c'est une espèce de relation abstraite et contractuelle entre deux parties qui des fois n'existent pas du tout, quoi. C'est genre j'achète à la SAS Carrefour, tu sais, une espèce d'entité abstraite, tel produit, etc. Alors qu'en réalité, la relation économique de tout temps, et ça doit le redevenir, c'est une relation qui est aussi sociale et humaine. Donc quand t'achetais le lait du laitier d'à côté, quand tu faisais réparer tes chaussures par le cordonnier d'à côté, ça c'est des choses qu'il faut retrouver, c'est la notion d'échange humain et social dans la relation économique. Et si possible d'ailleurs, dans une relation qui est non contractuelle, parce que ça, le contrat, c'est vraiment quelque chose qui est issu de la mentalité bourgeoise, donc qui évidemment fait partie de la séquence historique dans laquelle on est, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement aussi déshumanisant. Avoir des contrats, c'est pas une mauvaise chose, mais aujourd'hui tout est un contrat. Tout est un contrat, je veux dire, il faut une assurance, il faut machin, il faut 50 000 contrats pour de presque vivre, et en fait c'est tellement prégnant cette idée de contrat et de contractualisation, qu'en fait aujourd'hui, la légitimation des élites se fait par ce qu'on appelle le contrat social, hein, de Rousseau, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de contrat, soi-disant, que personne n'a signé d'ailleurs, entre la population et ses élites, voilà, qui est en fait une arnaque d'ailleurs, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la plupart des gens, s'ils avaient conscience de ce contrat, le mettraient à la poubelle, mais ça n'empêche pas nos élites de vouloir rester au pouvoir. Donc en fait, tout ça est fondé sur du mensonge et de l'arnaque et de l'hypocrisie. Et la notion de contrat est vraiment au cœur de tout ça, le contrat de libre consentement, et on voit d'ailleurs que ça devient complètement fou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aux USA bientôt, pour pouvoir coucher avec une femme ou quoi que ce soit, bientôt il faudra un contrat qui non seulement dit qu'elle donne son consentement, mais en plus qui spécifie est-ce que t'as le droit de faire, est-ce que t'as le droit de pas faire, tu sais, c'est-à-dire premier rendez-vous t'as le droit de faire ça, deuxième rendez-vous t'as le droit de faire ça, troisième rendez-vous t'as le droit de faire ça, et puis pas de relation sexuelle avant le quatrième rendez-vous, et puis attention là il faut pas faire ça, tu vois, il faut pas... et en fait, alors déjà, c'est un tue l'amour dans l'amour, mais en fait, finalement, c'est l'aboutissement logique de la société marchande contractuelle. En fait, tout est un contrat, tout est marchand, et en fait, même ce qui est censé être les choses les plus organiques et les plus naturelles, c'est-à-dire trouver un partenaire pour fonder la vie, maintenant, ça doit être fait dans des lieux dédiés, donc c'est-à-dire généralement des lieux virtuels, hein, les sites de rencontres, et contractualisé dans un truc qui est complètement déshumanisé, en fait. Et c'est vraiment vers ça qu'on va. Voilà, la question aussi qu'on pose avec le national-écologisme, est-ce que c'est ça qu'on veut comme société, quoi, tu vois, est-ce que c'est une société complètement artificielle, complètement déshumanisée, ou est-ce qu'au contraire on veut retrouver quelque chose d'organique qui correspond à la nature profonde des êtres humains et qui rend les gens quand même un peu plus heureux que signer constamment des papiers, parce que c'est ça aussi le futur, c'est-à-dire que les gens des fois se disent, moi j'ai déjà parlé avec des gens qui disent oui, bah après le national-écologisme, bon, c'est un développement idéologique comme un autre, etc., c'est bien ce que vous faites, mais en fait les gens ne réalisent pas que peu importe le nom que ça portera dans le futur, la société elle sera soit national-écologiste, soit ce sera la société technogérée complètement aliénante. Je pense pas que ça arrivera parce qu'on est à la fin d'une ère et que tout ça va certainement s'effondrer sans pouvoir se réaliser, et encore heureux. Mais et puis de toute façon c'est trop détaché de la nature profonde des humains pour que ça puisse durer très longtemps, hein. On est vraiment dans une parenthèse historique qui est temporaire. Mais il n'y a pas 36 options, quoi. C'est ou la mort, ou la technogestion, ou une société qui est organique, quoi. C'est-à-dire la société qui est nationale écologiste, que ce soit ce nom explicitement, ou pas. Mais il n'y a pas vraiment 36 solutions à ce niveau-là. Donc les gens se rendent pas toujours compte aussi des enjeux, hein. Les gens des fois pensent que voilà, en fait ce qu'il faut c'est, je sais pas, diminuer la fiscalité, ou faire la remigration, ou je sais pas quoi. En fait tout ça pourquoi pas, tu vois, mais en fait c'est des éléments qui sont pris individuellement, alors que nous ce qu'on propose c'est une vision d'ensemble qui inclut tout ça, et plus encore dans une logique qui est historiquement large, dans un contexte large. Ça les gens réalisent pas toujours non plus, quoi. C'est pour ça que des fois ils lisent des mesures. Je sais qu'une fois j'avais fait un témoignage à Radio Modin où j'avais dit qu'il fallait interdire l'avortement, la contraception. Alors ça m'avait fait rire parce que dans les commentaires il y avait marqué j'étais super d'accord avec toi jusqu'à ce que tu dises, des commentaires de femmes en général, qui disaient j'étais super d'accord avec toi, mais voilà, mais je t'ai commencé à t'insulter quand t'as dit qu'il fallait interdire la contraception, l'avortement, etc. Mais en fait, demain, évidemment que demain, si on a le pouvoir, c'est pas faisable d'interdire la contraception et l'avortement du jour au lendemain. Mais ce qu'on propose, c'est une vision d'ensemble dans laquelle on peut accueillir l'enfant, dans laquelle on n'a pas besoin de cette castration chimique omniprésente pour pouvoir vivre une vie normale, parce que tout aura été recentré, que ce soit économiquement, socialement, familialement, etc., pour avoir de nouveau une société naturelle qui permet
de ne pas avoir toute cette artificialisation, qu'elle soit chimique, économique, sociale, qui est finalement non seulement pas nécessaire, mais nocive, quoi. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de ça, quoi. Que vraiment, ce qu'il nous faut, c'est pas juste des points isolés ou un programme politique. Parce qu'en fait, les gens aussi sont complètement abrutis par la logique démocratique. Ils pensent pas plus loin que la prochaine élection et une espèce de programme avec des points où voilà, en fait, des points qui sont immédiatement applicables, une espèce de promesse électorale. Aujourd'hui, le vrai pouvoir, il est à un niveau largement au-dessus des élections. Et nous, simplement, on réfléchit pas jusqu'à la prochaine élection, mais on réfléchit sur les 50-100 prochaines années. Et la question, c'est quels seront les fondements idéologiques et moraux de la société de demain. Voilà. Donc, les gens pensent que nos propositions sont de l'ordre des points politiques du programme électoral, alors que rien n'est plus faux. C'est une vision d'ensemble qu'il faut prendre justement comme une vision d'ensemble. Donc, bon, voilà. Oui, c'est ça. Je dirais que, comme beaucoup le font, on a observé en fait ce qu'on pense être l'ordre naturel qui anime notre monde, le cosmos, et qui anime bien sûr l'homme en particulier, et l'homme blanc encore plus en particulier, puisqu'on est blanc, donc on s'occupe surtout de nous-mêmes en particulier, mais si j'étais d'une autre race, j'aurais peut-être fait le même travail. On observe l'ordre naturel, et ensuite on veut construire un ordre social, un ordre économique, etc., à partir de cet ordre naturel qui anime à la fois le monde naturel et externe à l'homme et évidemment la psyché de l'homme, son corps, etc. C'est-à-dire l'homme lui-même. C'est que de cette façon qu'on ne peut pas se tromper. Parce que quand on a des grands principes comme le libéralisme, comme le marxisme qui postule l'égalité, ou une révélation quelconque qui viendrait d'un prophète, on va vouloir calquer une logique, on va vouloir calquer un ordre qui n'est pas forcément exactement celui auquel aspire l'homme, qui n'est pas en fait l'ordre qui gouverne l'homme. C'est pour ça que, avant de vouloir créer une société, de vouloir créer des valeurs, il faut d'abord observer et essayer, avec le plus possible d'objectivité, et c'est compliqué, de comprendre ce qu'est l'homme, de comprendre ce qu'est la nature, de comprendre ce qu'est l'homme et la femme, de comprendre ce que c'est une famille, de comprendre le processus biologique dans lequel l'homme est engagé. C'est pour ça qu'on propose une société nationale écologiste qui permet la préservation de la vie pour chacune des branches de l'humanité, qui permet l'épanouissement et le bonheur à chacun, hommes et femmes, à l'enfant, et qui permet aussi d'assumer quelque chose qui a déjà commencé dans l'humanité, qui est une certaine destinée, on ne sait pas où ça va aller, mais qui est une certaine aventure technologique et qui est une certaine destinée de prise de conscience de soi-même et de l'univers qui l'entoure. Et on le voit d'ailleurs biologiquement avec l'hypertrophie progressive du cortex qui est présent chez l'espèce qu'on appelle l'homme. Ça, c'est pour revenir à un niveau biologique un peu plus fondamental, mais on le voit bien. L'aventure de l'homme, c'est pas simplement être un animal et survivre, c'est beaucoup plus. Voilà. Donc, sinon, pour revenir sur la famille, je dirais que oui, la famille est la cellule de base de l'humanité, d'une société, mais de la même manière que les cellules sont les briques de base d'un corps humain, une cellule ne peut pas survivre sans le corps humain, c'est-à-dire en fait sans les autres cellules qui composent ce corps humain. C'est pour ça qu'il faut absolument une solidarité raciale ou à l'intérieur d'un peuple, parce que une famille, même nombreuse, ne peut pas survivre sans les autres familles qui constituent la nation, parce que tes enfants, tes petits-enfants s'uniront aux autres familles. Et si tu veux que tes enfants te ressemblent, c'est-à-dire ne soient simplement qu'un mixage de tes gènes, donc c'est-à-dire en fait soit vraiment une reproduction de la génération d'avant, il faut s'unir à des gens qui sont du même peuple. Sinon, ça s'appelle le métissage. Et ce qui est important, c'est... donc de la même manière que la famille, c'est la brique de base d'une race, si on n'a pas conscience que la race est capitale, le peuple est capital pour la survie d'une famille, en fait, on ne comprend pas bien la notion de sacrifice qui est très présente dans le catholicisme, dans le christianisme. C'est-à-dire que un individu, une famille, de la même manière qu'une cellule, peut se sacrifier, peut disparaître, mais en fait, la race continue.
Et donc il est important d'avoir conscience de cette dualité, c'est-à-dire que oui, la famille est la cellule de base d'une société, mais une société homogène est obligatoire pour que cette famille puisse perdurer dans l'avenir. Et ce qui contredit l'égoïsme bourgeois, hein. On a tous conscience de ces familles bourgeoises qui s'imaginent qu'elles peuvent s'enrichir simplement et ne pas se soucier de ce que devient la société. Ouais, c'est sûr. Bon, on va peut-être terminer sur la famille, après je sais pas si on va passer non plus en revue tous les points. Après dans l'ensemble on avait parlé du bonheur, de l'ordre social qui était effectivement la deuxième partie. Après il y avait d'autres choses comme l'économie, mais bon c'est l'économie dans la digression qu'on a fait tout à l'heure, j'en ai un petit peu parlé avec la notion de remettre l'homme au centre. La technologie, ça j'avoue personnellement que c'est vraiment le défi je pense majeur de la société de demain. C'est comment concilier la technique et les contraintes qu'elle impose en termes de complexité sur les sociétés humaines et une société qui est naturelle. Ça, c'est un vrai défi. On a parlé un petit peu, ce qui est certain en tout cas, c'est qu'effectivement, il faut trouver une manière, peu importe, d'une manière ou d'une autre, pour que la technologie soit de nouveau au service de l'homme, redevienne un outil et non plus le maître aujourd'hui de l'homme, comme c'est le cas, et puis qu'effectivement, surtout, elle n'aille pas être corrosive pour l'ordre social. On peut continuer un petit peu sur ce sujet de la technologie, puisque c'est fondamental et je pense que ça intéressera les quelques personnes qui nous écoutent. En fait, la technologie est intrusive. C'est-à-dire, on le voit bien aujourd'hui, prenons l'exemple le plus concret, les téléphones portables, les tablettes, etc. Les études montrent de manière évidente que quand vous laissez des enfants en bas âge regarder des écrans 1 heure ou 2 heures par jour, c'est nocif. C'est sûr. On voit bien que les jeux vidéo, la télévision, etc., peut avoir tendance à nous couper de la vie réelle, couper les enfants des jeux en plein air, mais même couper les adultes de l'envie de sortir le soir, aller voir des amis concrètement. C'est dangereux, mais de la même manière que la découverte de la fission de l'atome d'uranium peut engendrer à la fois une bombe nucléaire qui fait du mal et de la production d'électricité qui est bénéfique, à chaque fois une technologie ou une découverte, selon son utilisation, peut être bénéfique ou malsaine pour l'humanité. Et la différence peut être très fine entre une bonne et une mauvaise utilisation. Il est évident qu'en ce moment même, on enregistre ce podcast grâce à la technologie et on va pouvoir partager avec un certain nombre de personnes nos idées, nos aspirations. Et ça, c'est positif, c'est une bonne utilisation de la technologie. Mais si aujourd'hui, je décide de passer mon temps à TikToker, comme on dit, de regarder des vidéos courtes avec plus ou moins d'intérêt toute la journée, là, je vais perdre mon temps. C'est-à-dire que la technologie va jouer avec des libérations d'hormones et ça va être une espèce de dépendance. Ça, c'est mauvais. En fait, la technologie doit respecter notre nature, doit respecter nos aspirations. Elle ne doit pas être intrusive, mais en même temps, ce qui est certain et c'est indéniable, c'est que l'homme a une certaine plasticité. Même au niveau individuel, avec l'épigénétique, etc. C'est-à-dire que même au niveau d'une vie, on est un petit peu plastique. Je parle même pas juste d'évolution à travers les générations. Et donc, aujourd'hui, il est évident que nous sommes, à cause de la technologie, biologiquement un peu différents même de nos grands-parents. Il suffit de regarder nos doigts. On n'est plus dans le champ à travailler avec une pioche ou des pelles la terre. Et en fait, il faut essayer de faire en sorte que la technologie soit uniquement bénéfique, ne modifie pas ce qui est important chez nous, c'est-à-dire ne nous dénature pas, mais en même temps, il est évident que quand une technologie arrive, elle va modifier la société, elle va modifier nos comportements. Avant, aller dans le village d'à côté, c'était une expédition. Aujourd'hui, tu prends ta voiture, tu traverses la France. Forcément, c'est inévitable qu'il y ait que la technologie bouge un peu l'ordre social. Mais il faut le limiter, il faut rendre l'ordre social, il faut que cet ordre social soit le moins possible bousculé par les nouvelles technologies. Et en même temps, sans rejeter, bien sûr, ce que pourrait nous apporter la technologie. Moi, je me dis toujours, par exemple, si demain, on a la capacité d'augmenter le cerveau humain. En vérité, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que quand tu lances une simulation avec un logiciel, que tu fais des calculs via les puces de ton ordinateur,
tu augmentes déjà la capacité de calcul de l'humain. Là où je suis opposé au fait de greffer, comme Neuralink de Musk veut le faire, sur le cerveau humain, c'est qu'en fait, là c'est la porte ouverte à l'homme cyborg, alors qu'on pourrait essayer d'imaginer des règles qui font que l'augmentation des capacités du cerveau humain doit se faire par des outils externes à ce cerveau. Je pense que c'est important ça. Ouais. Tu vois, un peu comme dans X-Men où t'as le professeur là sur une chaise roulante qui met un casque mais qui reste externe. Il n'a pas branché des choses sur son cerveau. Enfin voilà, tout ça ce sont des choses il faut faire des règles. Ah bah ça c'est sûr. Mais pour faire des règles, il faut avoir des fondements philosophiques aussi. Et c'est là aussi justement ce qu'on essaye de faire, parce qu'aujourd'hui tu peux pas légiférer sur la technologie parce que t'as pas de fondement légitime philosophique pour le faire, puisque aujourd'hui justement le fondement moral de nos sociétés c'est le progrès. Et donc forcément que la technologie aujourd'hui elle a aucune limite et qu'elle détruit tout, c'est parce que le fondement moral c'est justement que le progrès technique est forcément quelque chose qui est impositif et qu'il ne faut surtout pas réguler. Voilà, et c'est ça aussi qu'il faut contrecarrer et offrir justement un modèle philosophique, ce que nous on fait d'ailleurs avec... tu viens d'en parler, hein, avec le fait de conserver la technologie comme entité externe vis-à-vis de l'humain, par exemple, hein, ça c'est une chose, mais voilà, tout ça c'est un modèle qu'il faut construire pour donner un fondement moral, philosophique, etc. à l'utilisation de la technologie qui permettra de la mettre en accord avec la nature humaine, quoi, fondamentalement. Absolument, et il faut aussi couper mettre fin à cette logique de profit, cette recherche de profit qui impose le libéralisme, quoi. Et c'est valable aussi pour l'organisation sociale, c'est-à-dire que c'est pas au marché de dicter l'organisation sociale, c'est aux hommes de dicter l'organisation sociale, et c'est aux hommes de dicter l'utilisation et la voie de l'utilisation de la technologie dans les sociétés humaines. C'est pas effectivement une mauvaise philosophie comme le progrès abstrait ou la recherche de profit qui impose le libéralisme, très clair. Avant de passer à nos ambitions, enfin la troisième partie, nos ambitions, etc., ça serait peut-être intéressant de parler de l'environnement. C'est peut-être intéressant de le faire parce qu'évidemment aujourd'hui, quand on parle d'écologie, les gens entendent environnement, puisque écologie en plus étymologiquement ça veut dire la défense de la maison. Après nous effectivement on l'a remis en contexte avec par exemple la notion d'écologie double, hein, le fait de défendre la nature externe, donc l'environnement, mais aussi la nature interne, l'ordre naturel des humains, mais donc on en oublierait presque finalement de parler de ce que les gens aujourd'hui entendent par écologie, c'est-à-dire finalement l'environnementalisme et la protection de l'environnement. Donc après, qu'en dire dessus ? Le respect de la vie déjà aussi, donc là aussi le respect de la non-souffrance animale, alors sans forcément être végétarien, parce que c'est pas dans la nature non plus de l'humanité et même du règne animal en général, mais ne pas faire souffrir inutilement les animaux. Puis là aussi c'est important, comme on l'avait abordé rapidement au début, de pas se vautrer dans de la fausse écologie. C'est-à-dire la vraie écologie, ça va être effectivement la diminution de la pollution, la protection des sols, des habitats, le respect effectivement de l'environnement, notamment en ce qui a trait à l'agriculture, hein, via par exemple le localisme, ce genre de choses, la promotion de l'agriculture biologique, vraiment biologique, dans le sens éviter d'utiliser au maximum et autant que possible des produits chimiques, notamment d'ailleurs grâce à la robotique. Tu avais fait un article à ce sujet sur l'agriculture, privilégier plutôt que du traitement chimique qui en plus se retrouve après dans nos organismes, privilégier un traitement robotique par exemple des plants, quoi. Parce qu'effectivement aujourd'hui on fait tout ça de manière chimique, ça se retrouve dans nos corps, c'est néfaste pour nous, ça pollue les sols, c'est pas bon sur plein d'aspects, mais d'un autre côté on peut pas non plus revenir au Moyen-Âge et cultiver les champs à la houe, et donc la robotique finalement offre un compromis à ce niveau-là. Mais bon, après énormément de choses, il y a par exemple pour l'électricité, privilégier le nucléaire, parce qu'en réalité le nucléaire c'est une énergie qui est extrêmement propre, et puis investir dans la recherche aussi, parce que moi j'ai espoir que, bon évidemment, ça sera peut-être dans 50 ou 100 ans, mais peut-être on peut espérer pour la fusion nucléaire aussi, c'est ce qui est une énergie qui est totalement propre. Alors après bien sûr le progrès technique, quand je parle de 50-100 ans, est conditionné au fait qu'il n'y ait pas eu d'effondrement global. Ce sera dans la lignée de ce qu'on peut appeler presque des cycles historiques, hein, dans lequel on serait une société décadente, et donc tout ça est conditionné à beaucoup de choses aussi, mais bon, il faut quand même penser aussi en l'état de la société à l'instant T et se dire que ce soit dans 50 ans ou dans 1500 ans, un jour l'électricité propre, ce sera, espérons-le, par la fusion nucléaire. Fusion nucléaire qui est un procédé extrêmement propre, puisque c'est quasiment c'est de l'eau lourde en général et du tritium, sur le procédé le plus connu, mais après c'est très compliqué parce qu'il faut le chauffer énormément
avant de pouvoir lancer la réaction de fusion. Après, elle s'auto-entretient, mais très compliqué. Ça demande un environnement qui est extrêmement contrôlé. C'est vraiment la technologie de... c'est même pas la technologie de pointe, dans ce stade, c'est la technologie ultra futuriste, mais on peut avoir espoir quand même. Voilà. Après, sur la fausse écologie, effectivement, il faut faire attention à pas renier toutes les luttes écologiques au nom de la lutte contre le CO2, qui en fait n'est même pas vraiment une lutte, c'est juste une lubie apocalyptique de s'imaginer que... Mais ça m'étonne pas que les gens y croient, parce que si tu veux, les gens ont cette espèce de... Ils sentent, si tu veux, qu'on est dans une phase de décadence et qu'en fait, tout ça, là, l'Occident, ça va bientôt se terminer. Et encore heureux, quelque part, j'ai envie de te dire. Et donc, tu vois, ils se raccrochent à ces espèces de croyances apocalyptiques. C'est comme l'apocalypse zombie, il y a des gens qui aimeraient... Je peux comprendre le côté attirant de l'apocalypse zombie, où on se dit, on retrouve finalement des choses qui sont plus réelles, c'est-à-dire la survie de tous les jours, quoi. Presque. C'est pour ça que les films d'apocalypse, que ce soit zombie, que ce soit apocalypse climatique ou quoi que ce soit, ont un succès aussi important. C'est parce qu'il y a une demande, quelque part, c'est malheureux de le dire presque, mais il y a une demande pour de l'apocalypse, quoi. C'est-à-dire que les gens ont envie de consommer de l'apocalypse. Parce qu'en fait, finalement, ils sont malheureux, ils ont envie que tout ça se termine, que cette espèce de cauchemar vivant, là, qu'est l'Occident, s'arrête, quoi. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Mais bon, on peut pas non plus les laisser se vautrer dans l'espèce de délire du réchauffement climatique anthropique. Donc à ce sujet-là, ce qu'on peut en dire, c'est tout simplement qu'en fait, on vient dans un optimum climatique qu'on a connu il y a 1000 ans, similaire à ce qu'on a connu il y a 1000 ans avec l'optimum climatique médiéval, il y a 2000 ans avec l'optimum climatique romain, et qu'en fait... tout ça, c'est des phénomènes naturels, probablement dus au soleil. Après, le climat, c'est très complexe, personne ne peut le dire avec certitude. Mais dire que le CO2 est la source du réchauffement, c'est n'importe quoi, c'est complètement faux, c'est de la pseudo-science. Et en fait, c'est comme la trou dans la couche d'ozone. Tout ça va finir un jour par... On va arrêter d'en parler du jour au lendemain lorsque ça aura perdu toute utilité politique. Voilà, mais en attendant, on en entend parler à longueur de journée, c'est absolument insupportable. Les gens viennent te parler du consensus scientifique comme de quelque chose qui, en fait, c'est fondamentalement... c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils te parlent d'un synode religieux, mais en fait c'est la même chose. C'est-à-dire que voilà, les experts, quoi, les experts, les prêtres ont parlé aux profanes que nous sommes, ils nous ont dit qu'on allait tous mourir, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, effectivement, l'environnement, ne pas se laisser avoir par de la fausse écologie, mais bien plutôt réfléchir à ce que doit être la relation entre l'homme et son environnement demain, sur ce qui compte vraiment, quoi, pollution, perturbateurs endocriniens, production énergétique, etc., quoi. Et d'ailleurs, ce qui veut dire aussi conserver les énergies fossiles. Ça veut pas dire... parce que les énergies fossiles, c'est pas tant qu'elles polluent ou quoi, mais c'est qu'elles sont précieuses. Parce que par définition, elles sont fossiles. Alors après, je sais qu'il y a des théories comme quoi le pétrole se régénère. Perso, j'ai pas regardé, je sais pas, j'ai pas d'avis. Mais enfin, peut-être qu'il vaut mieux conserver, je me dis, les énergies fossiles. Par exemple, le pétrole pour les avions, parce que les avions, il faut un carburant qui a une forte densité énergétique. Donc tu peux pas emmener du charbon dans un avion, et tu peux pas monter un réacteur nucléaire dans un avion. Mais par exemple, les bateaux, pourquoi les bateaux pourraient ne pas avoir de petits réacteurs nucléaires? Il y a déjà des bateaux, même des bateaux commerciaux. Je crois que la Russie en avait un ou deux qui fonctionnent comme les sous-marins nucléaires avec des petits réacteurs nucléaires. Pourquoi pas finalement, tu vois? C'est toutes ces questions qu'il faut poser aussi. Et les gens pensent que parce que voilà, tu dis que le CO2 n'est pas la source de réchauffement climatique et n'est pas d'ailleurs un poison, ils pensent tout de suite que ça y est, il faut polluer à donf, il faut consommer des énergies à donf, qu'il faut abandonner toute idée de sobriété énergétique, ce qui en fait est totalement faux. C'est une fausse dichotomie. Il y a une solution, une troisième voie, encore une fois, entre la folie climatique et la pollution outrancière, voilà quoi. Ouais, l'arnaque du réchauffement climatique dû aux différents gaz à effet de serre, dont le CO2, se base vraiment sur une détresse que l'homme blanc ressent. C'est-à-dire que l'homme blanc a le sentiment, a la certitude quelque part, mais je parle y compris du gauchiste qu'on croise dans les rues, il a cette certitude qu'il ne vit pas fidèlement à ce que sa nature requiert, à ce que sa nature demande. Il a aussi conscience que l'environnement urbain dans lequel il vit, puisque c'est quand même principalement un phénomène urbain, cette histoire de gens qui s'inquiètent du réchauffement climatique, l'environnement urbain est moche, quoi. Je veux dire, les bâtiments qui sont construits depuis plusieurs décennies, c'est moche. Cette arnaque du CO2, en fait, vient dévoyer un bon sentiment authentique, écologique. Donc, on voit aujourd'hui qu'on parle dans les médias beaucoup plus du réchauffement climatique que tous les autres problèmes écologiques qui sont très importants. La pollution, la surutilisation de certaines ressources, les mauvais aménagements du territoire, qui sont du coup reliés aussi à la notion de beauté, cette beauté qui quand même nous vient de la nature, c'est notre seul modèle à la base. Donc quand on fait quelque chose de beau, c'est à un moment donné, c'est qu'on fait quelque chose qu'on pense beau parce qu'il est à l'image de ce que l'homme voit. Là, je voyais un article dernièrement, il a beaucoup plu au Sahara.
Et donc il y a des articles, National Geographic, etc., qui disent oui, effectivement, il y a un verdissement ces dernières années du Sahara. Et ils te disent à la fin, c'est à cause du réchauffement climatique. Et en fait, tout est de la faute du réchauffement climatique. C'est-à-dire, quand c'est trop sec, c'est réchauffement climatique. Quand c'est trop humide et que ça pousse, c'est réchauffement climatique. Quand il y a des inondations, c'est le réchauffement climatique. Quand les nappes phréatiques sont vides, c'est le réchauffement climatique. Et en fait, le bilan de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de logique, mais c'est qu'on se fout de ta gueule et qu'on essaye simplement de te faire peur. Ah oui, non, mais c'est une logique de sidération, hein, c'est absolument ça. Hein. La vérité d'ailleurs, elle est très simple, c'est que les images satellites le disent très clairement, depuis plusieurs décennies, on assiste à un reverdissement, lent bien sûr, mais un reverdissement de la planète dans son ensemble. De l'ordre de 15%, ouais. Ouais, et il est tout à fait possible, tout à fait argumenté de penser que c'est le fait qu'il y ait plus de CO2 effectivement dans l'atmosphère, puisque... Mais le CO2 est un fertilisant, et d'ailleurs les agriculteurs, des fois, même souvent dans les serres, les serres en espace fermé, injectent artificiellement du CO2 dans les serres, parce que c'est un boost, c'est la nourriture des plantes en fait, le CO2. Et en fait, les agriculteurs, des fois, mettent jusqu'à, je crois, 1500 ppm dans les serres, ce qui est donc, presque 4 fois supérieur à ce qu'il y a dans l'atmosphère en général. Et les plantes en sont très contentes. Mais tu pourrais très bien mettre 20 000 ppm, même si tu veux, dans les serres, et les plantes, elles seraient pas en train de mourir parce qu'elles étouffent du CO2, tu vois, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est complètement... tout est inversé, quoi. Tout est inversé. C'est-à-dire qu'on dit que le CO2 est un poison, que le CO2, c'est la nourriture de la vie, parce qu'à la limite, ils auraient pu parler du méthane et des pets de vache, à la limite, si tu veux. Tu vois, mais non, il a fallu qu'ils prennent le CO2, alors que le CO2, c'est la nourriture de la vie. C'est vraiment une inversion totale du rôle du CO2 dans l'ordre de la vie. Mais parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le postulat de l'écologie politique n'est pas de maximiser la vie biologique, aujourd'hui, c'est de minimiser l'impact humain. En fait, il y a deux camps dans l'écologie. T'as l'écologie anti-humaine et nihiliste, hein, ça c'est celle qui domine aujourd'hui, qui veut fondamentalement minimiser l'impact humain et qui en fait la vie biologique n'a pas grand-chose à faire. Et l'autre, c'est une écologie fondamentalement maximaliste qui veut maximiser la vie biologique, donc y compris des humains, mais en harmonie bien sûr avec l'environnement. Et c'est fondamentalement ces deux camps-là qui s'opposent aujourd'hui au niveau de l'écologie. Nous on se situe résolument dans le deuxième, hein, ça c'est sûr. Alors il y a énormément de choses à en dire, hein, sur le sujet. Je pense que là aussi on fera un podcast. D'ailleurs j'ai un article en règle qui parle du réchauffement climatique. Ça fait des mois que je l'ai, mais je l'ai pas publié, il est en brouillon sur le site. Mais certainement qu'à un moment donné, on fera un podcast sur le sujet. Il y aurait tellement de choses à en dire. C'est tellement un sujet vaste et puis polémique ici, bien sûr, mais bon. Absolument. Et bon, en revanche, une société nationale écologiste va prendre soin de l'homme, c'est-à-dire et de l'environnement, c'est-à-dire que il est hors de question qu'on continue de s'empoisonner en étant en contact avec des molécules auxquelles notre corps réagit mal. On peut parler par exemple des microplastiques, la dernière polémique avec les bouchons de boissons pétillantes, c'est-à-dire que vous buvez de l'eau pétillante ou vous buvez un soda pétillant, mais même quand il n'est pas pétillant, il doit y avoir aussi des plastiques. Votre corps se retrouve empoisonné. Votre production hormonale est perturbée, notamment au niveau de la testostérone, donc là ça rejoint des problèmes de virilité et de fertilité aussi. Et de fertilité. Je veux dire, par exemple, demain, une solution d'urgence, ça serait de soit obtenir une preuve très claire que tel plastique est complètement dégradable et n'a aucun impact mauvais sur le corps humain, et si on n'a pas un tel plastique, on revient aux bouteilles en verre. Ah oui, c'est clair. On ne peut pas accepter de continuer d'empoisonner nos enfants, enfin c'est de la folie douce, quoi. Et c'est pareil aussi pour les objets du quotidien auxquels on est en contact, on ne se rend pas compte, mais quand on touche notre coque de portable ou autre chose, et que en fait c'est pareil, c'est un mauvais plastique, ça finit par pénétrer notre peau et ça peut être très mauvais. Et il y a aussi le problème des produits de beauté. Il y a énormément de perturbateurs endocriniens, donc de perturbateurs des hormones. Il faut comprendre que les hormones, ce sont des signaux qui sont envoyés pour ensuite synthétiser, par exemple, des protéines. Et les hormones sont fabriquées, comme ce sont des messagers, en fait, sont fabriquées en toute petite quantité. Et donc, quand ces productions d'hormones sont perturbées, vous perturbez ensuite... ça a des impacts considérables, quoi. C'est comme changer une ligne de code et ensuite Enfin bon, c'est terrible. Et d'ailleurs, souvent les perturbateurs endocriniens, je dis parce qu'on dit les perturbateurs endocriniens en général pour dire ce qui perturbe les hormones, en fait ont souvent le rôle de ce qu'on appelle des xénoœstrogènes, c'est-à-dire des œstrogènes de synthèse qui sont donc forcément par définition pas endogènes, donc pas générés par le corps mais d'origine étrangère,
Et en fait, tout ça donc déjà pose des problèmes de fertilité, évidemment, des problèmes de virilité aussi, comme tu l'as dit, parce qu'en fait, finalement, elles agissent comme des hormones femelles, en fait. Elles agissent comme des hormones femelles sur le corps de l'humain, qui viennent castrer les hommes et puis causer chez la femme une féminisation précoce aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de puberté précoce aussi aujourd'hui, tous les perturbateurs endocriniens, sans même parler de la pilule, évidemment, qui est encore un autre sujet. Mais voilà, tout ça, c'est effectivement généralement tend vers ça, tend vers l'œstrogène, diminution de la testostérone, et s'ajoute aussi, bien sûr, aux problèmes qu'on connaît déjà, parce que forcément les femmes sont toujours plus féminines par la pilule, par l'exono-oestrogène, etc. Et derrière, on a des injonctions toujours plus fortes qui vont à l'encontre de cette féminisation. Donc en fait, aujourd'hui, les quantités de femmes sont complètement schizophrènes, parce qu'en fait, elles ont une biologie qui est de plus en plus féminine, de par, finalement, en partie l'injection l'absorption de xénoestrogène, et derrière, on a des injonctions toujours plus fortes de justement ne pas céder à cette biologie-là. C'est de la schizophrénie pure, en fait. C'est vraiment, que ce soit chimique, moral, psychologique, tout ce que tu veux, j'ai envie vraiment d'une société qui est, dans la définition clinique du terme, une société de fous et de schizophrènes. Oui, la société actuelle, les élites malsaines qui nous dirigent ont très bien vu que la femme est le tendon d'Achille de l'homme. Et en fait, la femme aujourd'hui, c'est celle qui est malheureusement le plus attaquée en vérité, le plus défigurée par rapport à son image originelle de mère et de donneuse et de perpétueuse de la vie. Et c'est terrible parfois de voir. Imaginez que lorsque vous marchez dans la rue, la plupart des femmes en âge de donner la vie, de donner la naissance, sont castrées chimiquement. C'est une réalité dont on a l'habitude, auquel on ne pense pas assez, parce que dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai toujours du mal parfois à le réaliser, tellement que c'est quelque chose de fort et de conséquent. Et ensuite, au-delà de la pollution néfaste à l'homme, cette pollution atteint aussi le monde animal. C'est-à-dire que les déchets, si jamais on ne les traite pas, vont se retrouver dans la nature, vont être ingérés, vont aller dans les sols, dans les nappes phréatiques, etc. Les bêtes vont boire, On protège aussi, en essayant de ne plus émettre de pollution, on protège aussi le monde vivant qui nous entoure. Oui, de toute façon, on est partie du monde vivant. Donc en protégeant le monde vivant, on protège l'homme, en protégeant l'homme, on protège le monde vivant. Tout ça va ensemble. Absolument. Ensuite, ça c'est le problème de la pollution. Il y a aussi le problème des ressources naturelles. On a un petit paragraphe là-dedans, dans le manifeste sur les ressources naturelles. L'homme, par sa civilisation, par sa technologie, pioche dans le monde naturel pour construire des choses. Toutes les ressources naturelles ne se renouvellent pas à la même vitesse, parfois même elles ne se renouvellent pas du tout. Par exemple, les minéraux. Et donc, il est de notre devoir d'assurer des filières de recyclage ou une gestion intelligente des ressources si elles se renouvellent. Typiquement le poisson, c'est souvent ce dont on parle. C'est déjà une conscience qui existe, mais il faut avoir une conscience encore plus forte de ça. Ensuite, il y a la question de l'aménagement de l'environnement ou du territoire, comme on dit, et ça rejoint la question de la beauté. Quand on aménage le territoire, on vient déformer un territoire qui est vierge, par définition un territoire naturel, et que on trouve beau. Il est du devoir de l'homme, en fait, d'aménager le territoire pour le rendre beau. D'abord parce que l'homme va le ressentir profondément en lui, c'est-à-dire que lorsqu'il voit quelque chose de beau, il se sent mieux, il se sent plus heureux, il a plus d'énergie interne. Quand on regarde quelque chose qui en nous résonne de façon positive, naturellement, on est mieux. L'aménagement de l'environnement, c'est aussi une question écologique, mais qui touche l'esthétisme. C'est certain. Bon, on va peut-être, parce que là ça commence à faire un bout de temps qu'on enregistre, aborder donc nos ambitions, nos objectifs de manière plus concrète, au-delà effectivement de porter le national-écologisme. Donc après, effectivement, comme j'avais dit au début, nous on a 3 axes d'action, le politique, le communautaire et l'individuel. Le politique étant les développements idéologiques notamment dont on parle. Voilà les articles qu'on peut écrire, le podcast même qu'on est en train de faire, tout ça s'inscrit dans une logique politique pour porter un message, parce que c'est ça fait aussi partie du politique. Dans le politique, il n'y a pas que faire de l'activisme, par exemple. Donc après, effectivement, l'axe communautaire, l'objectif est aussi de porter dans le concret les valeurs d'une société nationale écologiste. De créer une espèce de microcosme aussi qui porte ces valeurs-là. Et l'individuel étant la proposition généralement d'activités qui visent à l'amélioration. Donc pour ça, des fois, on fait des clubs de lecture en interne, des choses
Comme ça, on communique pas toujours sur tout non plus, en réalité, parce que pour des questions de temps aussi, hein, faire des communications, mettre en forme des textes, prendre des photos, c'est chronophage aussi. Et comme on agit sur beaucoup de plans, il faut toujours prioriser un petit peu. Là, à ce stade, on commence à avoir quand même des contacts à l'échelle de la France. Alors notre implantation géographique principale, elle reste en Rhône-Alpes, sur Lyon principalement. Mais on commence à avoir des contacts individuels dans l'ensemble de la France, l'idée étant de créer un maillage territorial et puis de créer non pas une structure pyramidale, mais une confédération de groupes indépendants et autonomes unis autour de cette idée, voilà, qu'est le national-écologisme, la société organique, recréer des structures de solidarité organique, c'est-à-dire recréer des groupes finalement, ce que j'appelle les communautés de destin politique, qui, par leur solidarité, recréent des communautés sur lesquelles on pourra demain, espérons, reconstruire ou en tout cas refonder quelque chose en parallèle. Donc l'idée c'est pas l'insurrection, mais bien plutôt, parce que des fois je vois à droite ils parlent un peu de ça, nous on est un mouvement qui est pacifique, entièrement pacifique, mais l'idée c'est bien plutôt de créer une alternative, une contre-société qui est pas non plus dans la sécession, hein, évidemment, mais qui est simplement dans voilà, la création d'une autre vision et son incarnation dans le concret via notamment donc, voilà, une confédération de groupes, le fil conducteur étant la vision d'ensemble, quoi, le national-écologisme, ou en tout cas les valeurs qu'il porte dans l'ensemble. Non, mais en effet, le national-écologisme est une force de proposition. Nous, on a envie d'être une force dans la société de renouvellement, bien sûr pacifique, bien sûr républicaine, n'est-ce pas ? Je dirais même plus démocratique. Nous sommes engagés pour un combat pacifique, démocratique ce qui et veut pas dire républicain. pacifiste, d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre le pacifisme et le fait d'être pacifique. En gros, ce que je veux mettre au clair, c'est que on est pacifique, c'est-à-dire qu'on n'incite pas à la violence, on ne provoque pas la violence, on n'agresse pas, on fait rien de tout ça, aucune action violente. C'est absolument hors de question par principe. Mais ça veut pas dire se laisser faire. D'ailleurs, rien que le fait de faire ce podcast, si vraiment on se laissait faire, on ferait pas de podcast, etc. Donc évidemment, ça rentre pas dans le cadre de la discussion, mais voilà, pour être sûr, quoi. Non, notre but est d'enrichir le débat public et nous invitons les élites républicaines, quelles qu'elles soient, locales ou nationales, à venir discuter avec nous en toute amitié. Voilà, nous sommes leurs concitoyens et nous sommes là pour faire évoluer notre pays vers le meilleur, n'est-ce pas ? Absolument. Donc, cette confédération qu'on envisage, qui en fait ne sera même pas une confédération, c'est-à-dire que ce serait des groupes complètement indépendants qui seraient liés simplement par une idéologie et qui auraient ensuite sa propre logique interne, sa propre hiérarchie, sa propre aspiration, parce qu'il peut y avoir des groupes qui vont être plus portés sur le communautaire, c'est-à-dire une organisation locale où on essaye de vivre selon certains principes. Il y aurait des groupes qui seraient peut-être plus politiques, c'est-à-dire qui seraient plus enclins à favoriser l'idée d'un débat public sur ces questions nationales écologistes et la propagande qui va avec, n'est-ce pas ? Et d'autres qui seraient plus sur la mise en valeur de la rigueur individuelle qu'on doit s'imposer chacun pour que nous soyons fidèles à notre nature profonde, c'est-à-dire par exemple faire du sport, par exemple promouvoir la vie de famille, etc. Absolument, c'est très bien résumé. Bon, donc voilà, effectivement, ça c'est notre ambition qui est une ambition, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre comme demain ça va être le cas, mais comme voilà quelque chose, un objectif qu'on vise à plus ou moins long terme. Et voilà, et aujourd'hui, chaque podcast, chaque article, chaque événement communautaire qu'on fait est un jalon, espérons, pour créer ça, comme tu dis, enrichir le débat public, et voilà, recréer des communautés. Oui, c'est un souhait. De toute façon, nous sommes actuellement dans un état proto-soviétique. On ne peut pas, comme ça, avoir une organisation pyramidale avec des idées, je dirais pas radicales, ou alors je dirais radicales dans le sens qu'elles s'attaquent à la racine de nos problèmes. On ne peut pas avoir une organisation comme ça, avec un niveau national, qui ne soit pas combattu par l'État et défait par l'État actuel, qui a des moyens policiers largement supérieurs aux nôtres. Pour la bonne et simple raison que nous sommes pacifiques. Nous obéissons évidemment à la légalité, et si jamais on est dissous, on est dissous, et puis c'est comme ça. Alors que si on est différents petits groupes qui communiquons,
Qu'est-ce que peut faire l'État ? L'État peut simplement constater qu'il y a des groupes de 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 personnes dispatchées en France qui partagent la même idée. Que veux-tu que l'État fasse ? Plus ces groupes ne seront pas forcément déclarés en préfecture, puisque ce seront des groupes de communion par la pensée. Exactement. Mais oui, c'est ça, c'est l'objectif. Les structures pyramidales, malheureusement, ont prouvé leurs limitations. Et de toute façon, c'est pas forcément non plus, même sur le principe, c'est pas forcément la bonne manière de procéder vu le contexte. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, on n'encourage pas forcément à l'activisme. L'activisme a sa place, bien sûr, il a son rôle, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'action politique. Parce que comme tu le disais récemment, Arthur, d'abord, on fait surtout ce qu'on peut. Et aujourd'hui, on est dans un état qui est extrêmement répressif. Donc l'activisme, il est possible d'en faire en acceptant les risques que cela implique. J'en ai eu fait dans d'autres structures, dans l'activisme par exemple. Mais simplement, il nous apparaît que ce n'est pas... Déjà, premièrement, ce n'est pas forcément la meilleure manière de procéder pour faire passer notre message à l'heure des réseaux sociaux, etc. Surtout qu'on a un message avec une stratégie qui parfois est volontairement polémique aussi, par volonté de justement être utile à la cause, entre guillemets, européenne blanche, en décalant le discours public, par exemple. Ça s'inscrit dans une logique. Quelque part, en fait, le simple fait de parler de nos idées est déjà en soi une action. Et puis, bien sûr, il y a aussi le fait qu'on n'a pas forcément non plus le temps de faire et du communautaire, et du développement idéologique, et de l'amélioration individuelle, et d'activisme. J'exclus pas qu'on en fasse, mais ce n'est pas notre ADN, voilà. Notre proposition est suffisamment originale, et suit une stratégie qui est bien ficelée pour qu'en fait, ce soit une action en tant que telle. C'était Guillaume Feuille qui disait que la radicalité, dans le sens de prendre les problèmes à la racine, est en réalité la meilleure manière de procéder, parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Et il avait raison sur ce point-là. Et d'ailleurs, comme je le disais l'autre fois, si aujourd'hui on veut faire bouger la fenêtre d'Overton, on ne peut pas faire bouger le centre, parce qu'on n'a pas les moyens institutionnels du système, on n'a pas la mainmise journalistique de la gauche. Donc en fait, les seuls moyens qu'on a pour des gens comme nous de faire bouger la fenêtre d'Overton, c'est de tirer sur les bords aussi. Stratégie un peu polémique, et stratégie de la radicalité aussi. La radicalité, mais encore une fois, pas dans la radicalité stupide, parce qu'en réalité, nos propositions, c'est des choses qui étaient totalement acquises il y a ne serait-ce que 100 ans. Mais la radicalité dans le sens de dire les choses de manière crue, clairement, et en les prenant à la racine. Oui, absolument. Si nous, on fait de l'activisme, si nous, demain, on va coller des affiches, ce ne sera pas des affiches pour répondre à une énième politique, une énième polémique qu'il y a eu dans la sphère politicienne française. Ce sera peut-être une affiche qui rappelle une valeur fondamentale du national-écologisme. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on veut enrichir le débat public, et élargir la fenêtre d'Overton, bien sûr, mais on veut, dans la plus grande tradition républicaine, n'est-ce pas, dans l'esprit des Lumières et de Descartes, dans sa rationalité, on veut, voilà, être force de proposition et inviter au débat des élites républicaines qui seraient, tentées par une aventure nationale écologique. Et j'adresse un message en toute amitié aux élites républicaines qui nous gouvernent. Votre République peut survivre, mais à condition que votre République se renouvelle dans les idées que porte la jeunesse. Votre République doit nous intégrer, puisque votre République est mourante actuellement, parce qu'elle prône des valeurs de mort. Mais si votre République choisit d'écouter des mouvements comme les nôtres qui prônons des valeurs de vie, des valeurs saines, alors ce régime peut continuer sur une nouvelle période qui s'ouvrirait pleine de promesses. Absolument. Bon, sur ces sages paroles, je propose que nous arrêtions cet épisode. Salut Arthur. Salut Thomas, à la prochaine. À bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode 0 de notre nouveau podcast. Nous vous avons présenté notre historique, le national-écologisme et nos objectifs. Toute l'équipe de production de Vectos vous remercie pour votre écoute. Nous espérons vous revoir très bientôt. N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? N'êtes-vous pas là pour ça? Si vous dépassez votre condition d'être humain, si vous vous consacrez entièrement à un idéal, là seulement vous serez devenu autre chose. C'est-à-dire une légende.
Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité.